Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Point Culture. En voyant le titre, vous avez pu avoir plusieurs réactions s'échelonnant de « Ah, enfin, on reparle de culture, j'en avais plein le cul de Batman » Ah, la musique classique, c'est de la musique de Tarlouse. Je vais essayer de faire une vidéo accessible et appréciable par tous, même si je ne vais pas y arriver, que ça va me saouler, parce que vous me faites tous chier, parce que je déteste l'humanité et que je vous aime. Oh wow, ma psychose maniaco-dépressive vient de s'intensifier d'un coup. Ah oui, et avant de parler de quoi que ce soit, rappelez-vous que je fais une émission sur le web, que je n'ai aucune forme d'expertise et que je m'y connais très peu. À côté des points culture, Wikipédia a le savoir absolu et indiscutable. Je ne me dénigre pas, je ne dénigre pas mon travail, je vous rappelle que vous n'avez pas affaire à un expert, juste à un gars qui sait 2-3 trucs et qui veut les partager en essayant de vous divertir. Bref, dans cette introduction à la musique classique, je vais vous présenter 20 compositeurs majeurs de l'histoire de la musique. Ceux qui n'y connaissent rien vont apprendre plein de choses, ceux qui s'y connaissent un peu vont peut-être apprendre un peu, et ceux qui en ont rien à foutre vont pouvoir râler, c'est un peu la vidéo du bonheur. Ah oui, et les néophytes se demandent certainement pourquoi le terme classique est entre guillemets dans le titre de la vidéo. Eh bien parce que l'histoire de la musique est composée en mouvements, comme vous le savez peut-être, et comme vous pouvez le constater sur cette frise. Ok, j'arrête les références à Batman. Donc sur cette frise, vous pouvez constater que la musique n'existait pas avant 1400. C'est évidemment une connerie. La musique existe depuis la nuit des temps, même si à l'époque elle était un peu moins perfectionnée. C'est juste que le goût des élites a évolué. Vous vous rappelez certainement cette scène de Kaamelott à laquelle vous n'avez peut-être rien compris. Eh bien c'est parce que la beauté musicale est très subjective en fonction des époques. Et durant une bonne partie du Moyen-Âge, on n'utilisait que des quintes justes, c'est-à-dire 7 demi-tons depuis la tonale de la gamme, des octaves, soit 12 demi-tons, et des quartes justes, soit 5 demi-tons. Tu es largué, c'est normal. Prenons une note. Do. Le Moyen-Âge tolérait les octaves, donc 12 demi-tons au-dessus de Do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, on retombe sur un Do, c'est normal, c'est ça un octave, la même note mais plus haut. Donc le Moyen-Âge trouvait que ça, c'était joli, que ça, c'était joli, que ça, c'était joli, mais pour eux, ça, c'était l'équivalent pour nous de ça. Donc la prochaine fois que vous direz que quelque chose n'est pas de la musique, dites-vous bien que si Charlemagne avait entendu le concerto numéro 5 de Beethoven en mi bémol majeur qu'on entend en ce moment, il se serait dit « Pas le sang bleu, c'est chaud comment c'est de la merde !» Bref, la Renaissance voit la musique évoluer, mais on va pas s'attarder là-dessus, c'est à l'époque baroque que les choses deviennent méchamment sérieuses, avec l'apparition du concerto, l'invention de l'opéra, mais aussi l'utilisation de l'orgue, de la flûte à bec et du clavecin. Si vous entendez un de ces trois instruments, vous êtes probablement en présence d'une œuvre baroque. Probablement. Ou c'est un con qui joue sur son clavecin. Ce n'est qu'après qu'on a la période classique, période tellement marquante qu'aujourd'hui pour parler de musique savante, la plupart des gens, moi le premier, utilisent l'appellation abusive musique classique. Vas-y l'appellation, comment t'as abusé! Même si clairement, si vous osez dire que Vivaldi ou Bach sont des compositeurs classiques, vous avez plutôt intérêt à ne pas vous trouver à côté d'un intégriste adepte dans l'empalement testiculaire par pic de brochette. La musique classique est marquée par l'avènement de la sonate. Qu'est-ce que la sonate? La sonate est une forme musicale que je ne vais pas développer parce que vous êtes déjà très nombreux à avoir quitté la vidéo ou mis un pouce rouge parce que j'avais dit que je parlerais de compositeurs alors que là je suis en train de raconter ma vie. Mais globalement, ce qu'il faut retenir de l'époque classique, c'est qu'elle essayait de retourner à la simplicité et qu'elle avait des règles formelles très strictes. C'est pour ça que j'évite de développer le format de la sonate parce qu'elle répond à des règles d'une précision extrême. Là-dessus arrive le romantisme. Si vous êtes un peu familier avec ce courant en peinture ou en littérature, vous savez que les romantiques sont tournés vers l'expression de leurs sentiments, de leurs émotions et par la grandeur du rôle de l'artiste. Et ben en musique, c'est pareil. Le clavecin, c'est quoi cet instrument de Tarlouse? Mettez-nous un piano et on va raconter des histoires. Avec de la musique, mais sans paroles. Oui monsieur. Et ça va s'appeler des poèmes symphoniques. Parce qu'on a des choses à dire. Oui monsieur. Un orchestre de 31 personnes. Excusez-moi monsieur Haydn, où sont passés vos testiboules? Je m'appelle Berlioz. Et je veux un orchestre de 827 motherfucking musicos. Et moi, je suis Richard Wagner, et je vous présente Der Ring des Nibelungen, un cycle de 4 opéras, d'une durée de 14 heures sans entracte de ta mère. S'ensuit la période dite moderne, où chacun va faire un peu ce qu'il veut de son côté, pas vraiment d'unité stylistique, marquée par l'époque industrielle, l'avènement du cinéma et 2 guerres mondiales, pour arriver enfin à la période contemporaine où là, chacun décide de latter les couilles des idées préconçues, et le résultat est... Voilà, c'était une petite introduction qui me paraissait nécessaire. Maintenant, entrons dans le vif du sujet avec 20 compositeurs que vous connaissez déjà, sans les connaître. Numéro 20, Antonio Vivaldi. Vivaldi est notamment l'auteur de 4 concertos que vous connaissez bien, les 4 saisons. Et ce qu'on entend là, c'est l'introduction du concerto du printemps. Vivaldi était un prêtre italien de l'époque baroque, et il était roux. Non, juste comme ça, si on vous demande de citer un roux célèbre et que la seule réponse qui vous vient c'est Garfield, sachez que Vivaldi était roux. Et le gars qui a... peut-être pas inventé, mais qui a popularisé le concerto de soliste. En quelques mots, le concerto baroque se caractérise par un dialogue entre l'orchestre avec beaucoup d'instruments et les solistes. Vivaldi s'est dit, et pourquoi pas opposer l'orchestre à un seul soliste? Genre là, on va changer de morceau, et ce qu'on écoute, c'est le concerto pour 2 mandolines de Vivaldi.
Là on entend bien qu'il y a tout l'orchestre qui se fait plaisir. Et solo! Vas-y, chauffe cette mandoline, Antonio! Voilà, et c'est Vivaldi qui a popularisé cette forme typique de l'époque baroque. Donc la prochaine fois que vous entendez ça, dites-vous qu'avant d'être la musique de la pub du Samsung Galaxy S4, c'était le 3e mouvement de l'été de Vivaldi, le 2e concerto des 4 saisons. Numéro 19, Hector Berlioz. Berlioz est un romantique français qui étrangement est assez peu connu alors que d'une part il a donné son nom à un personnage de Disney, ok, on s'en fout. Et d'autre part, il a inventé les festivals. Enfin, des soirées où plusieurs manifestations musicales se succédaient, il y en avait avant lui, mais il a appelé ça festival pour justement le côté festif de la chose. L'idée de faire la fête en écoutant différentes formations musicales dans un lieu unique, elle est de lui. Sans Berlioz, pas de vieille charrue, pas de rock'n'roll, pas de Hellfest, pas de rock en scène, et pourtant vous n'avez peut-être jamais entendu la symphonie fantastique qu'on entend en ce moment. Berlioz a aussi remis au goût du jour la musique descriptive qui consiste à utiliser des instruments pour simuler des bruits de la vie courante, genre l'orage. Là encore, il ne l'a pas inventé, mais il l'utilisait avant que ça redevienne à la mode, et juste pour ça, monsieur, bravo. Je ne cautionne pas cette illustration. Mieux déjà. Numéro 18, Gustav Mahler, un compositeur autrichien qui a marqué la transition entre le romantisme et l'ère moderne, et qui est particulièrement pratique en termes de jeu de mots. Vous ne me croyez pas? Eh bien, ce qu'on entend, c'est une symphonie de malheur, mou. Enfin voilà, Mahler, à l'image de Berlioz, n'a été reconnu que très tard, puisque très avant-gardiste. Il est notamment l'un des pionniers de l'utilisation de la tonalité. Qu'est-ce que la tonalité? La tonalité, c'est l'absence de tonalité. Qu'est-ce que la tonalité? Sans rentrer dans les détails, c'est une règle musicale de base en place depuis des siècles qui fait qu'une œuvre a une cohérence et que l'oreille de l'auditeur moyen la trouve mélodieuse. Toute ta musique préférée a une tonalité. Point commun du concerto numéro 4 de Beethoven, de Love the Way You Lie d'Eminem et Rihanna, de Enter Sandman de Metallica et de Creep de Radiohead, la même tonalité, sol majeur. Point commun entre Wrecking Ball de Miley Cyrus, Monet de Pink Floyd, le quintet pour clarinette de Brahms et Petite Marie de Francis Cabrel, si mineur. Et ben au début du XXe siècle, certains compositeurs comme Schoenberg se sont dit « Et si en fait les tonalités, on disait qu'on s'en foutait !» Et ben Gustav Mahler fait partie des premiers à avoir remis en cause cette règle de base de la grammaire musicale. Et les créatifs qui regardent cette vidéo savent que le véritable artiste apprend les règles, maîtrise les règles et brise les règles. Dans cet ordre. Non parce que si tu te contentes de briser les règles... Numéro 17, Giuseppe Verdi. C'est un romantique, c'est un italien et comme tous les romantiques, il a des choses à dire. Le truc de Verdi, c'est l'opéra. Alors, je suis pas très opéra. En fait, je suis pas opéra du tout. En fait, je n'utilise que Google Chrome. En fait, cette blague est nulle. En fait, je vais me pendre. Bref, non, j'ai du mal à écouter des opéras, mais certains compositeurs me font aimer ça, et Verdi en fait partie. Notamment avec le Dies Irae de son Requiem qu'on écoute en ce moment, ou certains passages de la Traviata. Cela vient sûrement du fait que Verdi utilisait l'orchestre non pas comme un mélange de plein d'instruments, mais comme un instrument unique et riche dont il jouait. Alors oui, c'est la musique de la pub rigolote de la 407 de Peugeot, mais c'est surtout le Dies Irae du Requiem de Verdi. Oui, je parle beaucoup de la pub. Non, je vais pas arrêter. Numéro 16, Antonin Dvorak, avec la musique de la pub de Partenaire de l'échiquier, et devinez quoi? C'est un romantique! Putain que j'adore ce passage! Le 4e mouvement de la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Ah oui, petite indication vite fait, pourquoi je parle de mouvement. L'un des trucs qui font que la musique classique a tendance à refroidir les non-initiés, c'est le titre des œuvres. Genre ce qu'on écoute en ce moment, c'est ça. D'abord la formation musicale, à savoir ici une symphonie, on reparlera des différentes formations, la tonalité, le catalogue qui regroupe les œuvres du compositeur, oui c'est des musicologues qui se chargent de ça, les compositeurs avaient autre chose à foutre, genre composer, le numéro d'opus, c'est-à-dire le numéro de cette œuvre dans le catalogue comprenant toutes les œuvres de Dvorak, et le nom de l'œuvre si le compositeur lui a donné un nom. La symphonie du Nouveau Monde est composée de 4 mouvements, d'une dizaine de minutes chacun. Généralement, les mouvements sont caractérisés par leur vitesse en italien ou tempo. En l'occurrence, le 4e mouvement est un allegro con fuoco qui signifie littéralement vif avec du feu. 4e mouvement, bitch! Donc dans les faits, ça va être vif avec du punch, quoi. Le truc de Dvorak, c'est qu'il a touché à tout. Des concertos, des symphonies, de la musique de chambre, des orchestres, de la musique profane, sacrée, des danses, c'est un couteau suisse de la musique romantique, alors qu'il est tchèque! Cette blague douteuse me permet d'introduire le numéro 15 qui lui est suisse. Non bah ok, il est autrichien, mais bon, c'est tout pareil, suisse, autrichien, tout ça c'est des chinois, bref. Franz Liszt est un grand nom de l'histoire du piano, et celui qui a anticipé l'impressionnisme musical. L'impressionnisme c'est d'abord un mouvement pictural, les peintres ne voulaient plus représenter les choses telles qu'elles étaient, mais telles qu'ils les voyaient, notamment la nature et des scènes de la vie courante. Ainsi, ce morceau pour piano, intitulé Nuages gris, décrit le passage lent de nuages dans le ciel, contemplé par un Franz Liszt déprimé et vieillissant. On trouve ce morceau dans Eyes Wide Shut, le dernier film de Stanley Kubrick, dans une morgue. Enfin bref, c'est un peu la grosse joie. Mais Liszt, c'est aussi ça!
Non, sans déconner, vous voyez ce que c'est. Et putain, le coup de vieux. Bon bah, avec les images alors. Ah, je déteste les schtroumpfs. Mais je vous aurai. Numéro 14. Si Liszt est le précurseur de l'impressionnisme, on peut s'attarguer en France d'avoir monsieur impressionniste lui-même, Claude Debussy. Ce qu'on entend là, c'est le clair de lune, le troisième mouvement de la suite bergamasque. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans un ou deux films, genre Ocean's Eleven de Soderbergh, La Rafle de Rosalind Bosch, The Game de Fincher, Casino Royale, non pas ce Casino Royale, l'autre Casino Royale, celui qu'on préfère oublier, voilà. Et même dans deux volets de la saga Twilight. Ce qui est logique puisqu'Edward étant né en 1901, Debussy doit lui rappeler son enfance. Qu'est-ce qui est sorti moi quand j'avais 4 ans? Ouais, mais ça, c'est de la musique pop. En termes de musique classique, quand j'avais 4 ans... Ouais, époque différente. Bref, le maître mot de la musique de Debussy, c'est l'impressionnisme, la volonté de créer des images par la musique. Il est d'ailleurs intéressant de voir que les œuvres de Debussy ont souvent des rapports avec des poèmes. Le Clair de Lune, par exemple, tire son nom d'un poème de Verlaine. Et la plus grande œuvre de Debussy est le prélude à L'après-midi d'un faune. L'après-midi d'un faune étant encore un poème de Mallarmé cette fois-ci. Debussy, c'est le premier compositeur de musique moderne, une musique qui essaye d'évoquer des images. Numéro 13, Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, qui est un compositeur allemand, et vous savez quoi? C'est un romantique! C'est la grosse musique des mariages dont l'intro ressemble à la musique de Rocky! Non, sans déconner, écoutez, écoutez, ça c'est l'introduction de la marche nuptiale. Et ça c'est l'introduction de la bande originale de Rocky. Bon, mais c'est deux contextes très différents, hein. Mais Mendelssohn est aussi connu pour d'autres compositions comme le magnifique Concerto pour violon en mi mineur. En fait, le truc de Mendelssohn, c'est qu'il était très classique dans sa façon de faire, très carré dans la forme, ce qui est assez peu commun pour un romantique, mais ce qui fait aussi qu'il est l'un des génies de la musique, dont on peut dire qu'il a été heureux, épanoui et reconnu de son vivant et acclamé par ses pairs. Puis il est mort et a bouffé dans sa tronche jusqu'à la première moitié du XXe siècle, puisque Mendelssohn, juif qu'il était, a été victime de l'antisémitisme montant et a même été interdit de représentation durant le Troisième Reich en Allemagne. Mendelssohn t'es un sale juif, donc je t'emmerde et je rentre à ma maison. Numéro 12, on continue avec les compositions que vous avez déjà entendues dans une église avec Frédéric Chopin et sa célèbre marche funèbre. 1, 2, 3, 4. Mais personnellement, mon morceau préféré de Chopin, c'est le deuxième nocturne en mi bémol le majeur. Chopin est un grand technicien du piano, il définissait le rôle de chaque doigt de façon claire. Le pouce est le plus puissant, l'auriculaire ensuite, puis l'index, le majeur et enfin l'annulaire. Il résulte de cette pensée une musique très nuancée et une virtuosité délicate. Chopin était un improvisateur, il jouait sur le moment, tant et si bien que lorsqu'il jouait plusieurs fois le même morceau, ses contemporains avaient la sensation d'avoir écouté deux compositions différentes en fonction de l'humeur du virtuose. Chopin était un compositeur qui se prête volontiers à l'interprétation. Personnellement, ce que j'adore, c'est ces petites envolées dans les aigus. Donc si un grand pianiste vient interpréter du Chopin par chez toi et qu'il reste des billets pour aller le voir, il faut que t'en chopes un. Alerte BDM. Eh merde, bon Plectrum, je suis désolé, mais il faut que tu les divertisses avant que je passe à la suite. Bon, écoute, on fait un pierre feuille ciseaux, d'accord? Si je gagne, tu les divertis, et si je perds, je devrais assumer cette blague de merde toute ma vie, d'accord? Pierre, feuille, ciseaux. What is love? Numéro 11, parlons un peu de la VDM ultime de l'univers de la musique avec Robert Schumann. Is it a bird? Is it a plane? No, it's Schumann! La composition la plus célèbre de Schumann, ma préférée en tout cas, ce sont les scènes d'enfance. Schumann est à l'apogée du romantisme allemand, reconnu par ses pairs, mais il souffre d'une paralysie de la main droite depuis qu'il a tenté d'augmenter la dextérité de l'annulaire de cette main à l'aide d'une machine de son invention alors qu'il avait 21 ans. Ça ne l'a pas empêché d'être l'un des meilleurs compositeurs de lieder de l'époque romantique. Les lieders sont des poèmes chantés et accompagnés par un piano ou un orchestre, c'est un peu l'équivalent allemand de l'opéra. Mais Schumann, c'est aussi une histoire d'amour entre lui et Clara, désapprouvée par le père de cette dernière, une histoire d'amour romantique dans tous les sens du terme, puisqu'ils s'échangeront des lettres enflammées, devront surmonter des obstacles en apparence infranchissables, et commenceront à se séparer lorsque Robert est interné suite à une tentative de suicide par noyade dans le Rhin. Dans l'asile, il finit par brûler les lettres de Clara et par se laisser mourir de faim, et là, ce qu'on entend, c'est les variations sur le thème de l'esprit. C'est la retranscription de la musique qu'il entendait dans sa folie. Numéro 10, Igor Stravinsky. Et je vous propose d'écouter Le Sacre du Printemps.
Cette musique est résolument moderne, à un point tel qu'on jurerait entendre une musique de film. En réalité, Stravinsky est connu pour ses musiques de ballet, notamment donc le Sacre du printemps qu'on écoute là, l'Oiseau de feu qu'il a composé plus jeune et Petrouchka. D'ailleurs, vous allez certainement reconnaître un passage du Sacre du printemps. Attendez, on va avancer un peu. Là, voilà. Vous dit quelque chose? Hey, les dinosaures dans Fantasia. Le moment où Walt Disney nous a menti en faisant qu'un tyrannosaure affronte un stégosaure, c'est impossible! C'est chronologiquement impossible! Walt Disney est une pute! D'ailleurs, Stravinsky n'avait pas aimé l'enregistrement du Sacre du printemps qu'on entend dans Fantasia. Le compositeur a eu 3 grandes périodes, une période russe, une période française et une période américaine. Ses œuvres les plus célèbres viennent de ses années de jeunesse en Russie. Et personnellement, Stravinsky et quelques autres compositeurs classiques, genre Rachmaninov et Shostakovich, sauvent un peu ma culture musicale russe parce que sans ça, niveau culture pop, je me limite à ça. À ça. Et Numéro 9, on commençait à se rapprocher un peu de notre époque, alors je vous suggère de revenir au baroque, le tout début du XVIIIe siècle, avec un compositeur allemand, Georg Friedrich Händel. Lui aussi a touché à tout, excepté aux petits garçons, enfin j'en sais rien, ça précisait nulle part, et de toute façon c'est pas mes affaires, bien que ce serait tout à fait dégueulasse, cette blague va beaucoup trop loin, mais qui dit baroque dit clavecin, et qui dit clavecin et Händel dit sarabande. Oui, vous l'avez entendu, notamment dans Barry Lyndon de Kubrick, et là, on rentre dans la musique tellement intemporelle que je l'écoute entre du Beatles et du Metallica sans aucun problème. Et pour rendre du clavecin intemporel, faut se lever tôt. You can't handle this, bitch! Mais l'œuvre la plus grandiose de Händel est son Messie. C'est un oratorio. Qu'est-ce qu'un oratorio? C'est de la musique lyrique comme l'opéra, mais sans mise en scène et généralement avec un sujet religieux. Et si vous connaissez le Messie d'Händel, c'est pour la conclusion de la deuxième partie. On parlait de compositeurs russes tout à l'heure, et bien en fait j'en connais 5 en tout. Les 3 déjà évoqués, Prokofiev que je connais vite fait, et un romantique, Piotr Ilyich Tchaïkovski, et son œuvre la plus connue, Le Lac des Cygnes. Non, ce n'est pas la musique d'Harry Potter. Et il est surtout connu pour avoir donné ses lettres de noblesse à la musique de ballet. Oui, je continue inlassablement d'espérer que cette blague va être drôle. Oui, comme vous l'avez peut-être remarqué, les 2 pistes qui m'ont mené à la musique classique sont Fantasia et la filmographie de Stanley Kubrick. Donc oui, dans Fantasia, nous avons la danse de la fée dragée, qui est un passage du ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski, que ce dernier d'ailleurs n'appréciait pas. Ça arrive des fois de ne pas être satisfait d'une de ses créations. Après, je vais pas trop m'aventurer sur ce chemin, il est difficile de savoir ce qu'un artiste ou une personnalité pensait de telle ou telle œuvre, je vais donc suivre le conseil d'Einstein qui disait « En science comme en art, il est nécessaire de croiser les sources avant de poster n'importe quoi sur YouTube. » #MDR. Numéro 7, vous l'avez compris, on commence à attaquer les compositeurs que j'adore. Et parmi eux, évidemment, on trouve des romantiques. Et parmi eux, évidemment, on trouve des Allemands. Et parmi eux, étonnamment, on trouve Franz Schubert. Pourquoi c'est étonnant? Eh bien parce que Schubert est le plus grand compositeur de lieder de l'histoire et que moi, la musique lyrique, ce n'est pas ma tasse de thé. It is not my cup of tea, das ist nicht mein Bier Chopin. Eh bien c'est triste à dire, mais c'est pour un morceau et un seul. Et quand on sait que le bonhomme en a composé un petit millier, c'est un peu dommage. Mais le deuxième trio pour piano. Piano, violoncelle. Mes oreilles jouissent à chaque fois. Tiens, ça va être l'occasion pour moi de vous parler des différentes formations musicales. Dites-vous bien que ce sont de très vagues pistes, je n'ai ni le temps ni la connaissance pour vous faire le détail, je t'emmerde Plectrum. Globalement, on peut diviser la musique classique en 2. La musique vocale et la musique instrumentale. Dans la musique vocale, nous pouvons créer 2 grandes catégories, la musique sacrée et la musique profane. Dans la musique vocale sacrée, on trouve les oratorios, les requiems, les messes, les passions, pouvant être en latin ou dans la langue du compositeur. Et si vous pensez que la musique vocale religieuse, c'est chiant, Go Down Moses de Louis Armstrong. C'est dans la musique vocale profane qu'on retrouve l'opéra, les lieders, mais aussi les mélodies, les opérettes, les madrigaux, tout ça. Pour diviser la musique instrumentale, on peut parler en termes de formation. La musique de chambre, de 1 à 10 instruments, l'orchestre de chambre, jusqu'à 30 instruments, et la musique symphonique pour l'ensemble de l'orchestre symphonique. Ce que l'on entend, c'est un piano, un violoncelle et un violon, donc un trio, donc de la musique de chambre. Ça, ce sont les formations. Après, il y a les genres. Il y a une infinité de genres qui ont tous leur code. Par exemple, le concerto est une forme de composition où un ou plusieurs solistes dialoguent avec l'orchestre durant 3 mouvements, un vif, un lent, un vif. La sonate est un genre dont le sens a beaucoup évolué, mais qui est là encore composé de 2 à 4 mouvements, et généralement pour un petit nombre d'instruments, de 1 à 3 généralement.
Les symphonies ont là encore plusieurs mouvements mais font appel à tout l'orchestre symphonique, à savoir toutes les familles d'instruments, les instruments à cordes, les instruments à vent avec d'un côté les bois et de l'autre côté les cuivres, et enfin les percussions. Enfin bref, entre ça et les suites, les fantaisies, tout le bordel, il y a de quoi décourager, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai abandonné à 3 reprises l'écriture d'un point culture sur la musique classique et que je me suis contenté de cette introduction parce qu'il y a beaucoup trop à dire. Bref, pourquoi diverger à ce point sur Schubert? Eh bien parce qu'on va rentrer dans le top 6 des compositeurs dont j'avais envie de vous parler, et que clairement, si vous devez n'en retenir que 6, ce sont eux. Un baroque, 3 romantiques et 2 classiques. 2 autrichiens et 4 allemands. Une petite musique d'encouragement. Let's get ready to rumble! Chopin, t'es chiant. Numéro 6, Johannes Brahms. Vous entendez cette boîte à musique? Peut-être l'aviez-vous quand vous étiez jeune comme moi. Eh bien, c'est du Brahms. Sauf qu'à l'origine, c'est un duo pour piano et voix. Enfin voilà, Brahms, c'est cette douceur, c'est cette légèreté, ce calme, et dans son groise numéro 5! Brahms est l'un des plus grands romantiques. Nous étions dans une période où la musique pouvait suivre 2 voies, perfectionner la tradition ou essayer de la nouveauté. Brahms était du côté traditionnel. Il perfectionnait les techniques de ses maîtres, que nous allons évoquer après, ce qui n'est absolument pas pratique pour développer du coup. On va passer à la suite. Non, enfin, j'aimerais vous en dire plus, mais à part que c'était un virtuose et qu'il a eu 3 périodes, bon, jusqu'à 1868, nous avons eu un Brahms très romantique, où il a notamment composé la berceuse, puis jusqu'en 1881, où là, on sent davantage l'inspiration du classicisme. Si vous écoutez son concerto pour violon, par exemple, vous remarquerez la virtuosité du soliste. Oui, je dis virtuosité, ça veut dire que l'instrumentiste gère sa race. Techniquement. Pas tant dans la nuance que dans la dextérité. Et donc, enfin, nous avons la période où Brahms se libère et magnifie ses 2 influences. Enfin... ouais, en théorie. Parce que moi je trouve que ça reste hyper classique, mais voilà, Brahms fait partie des très grands. Numéro 5, Joseph Haydn. Si le classicisme avait un nom, ce serait Mozart. Mais Mozart doit énormément à Haydn. Haydn est considéré comme le père de la symphonie. Il y en avait avant lui, mais c'est lui qui en a fixé la forme. Faut dire que le bonhomme en a écrit 107, ce qui permet de suivre son évolution. Mais c'est aussi le créateur de la formation la plus utilisée en musique de chambre, le quatuor à cordes. 2 violons, un alto, un violoncelle, et aussi d'un format d'écriture adopté par tous les classiques, un premier mouvement allegro qui commence sur le premier thème, puis pond dans la tonalité de la dominante vers le deuxième thème, toujours à la dominante en 3 phases, et la cadence dans la dominante ou la majeure relative, puis le développement avec les modulations des 2 premiers thèmes et la réexposition avec le premier thème, le pont, le deuxième thème et la coda dans la tonale, s'ensuit le deuxième mouvement adagio, toujours en forme lead, c'est-à-dire premier thème, deuxième thème, puis retour au premier, puis le troisième mouvement au trio allegretto, ternaire en muet, et enfin le quatrième mouvement avec un tempo presto et une forme de rondo, donc la répétition d'un premier thème entrecoupé d'autres airs. Wow, j'ai rien compris ce que je viens de dire. Enfin, c'est Haydn qui a fait ça. Numéro 4, Richard Wagner. Le champion incontesté du romantisme allemand. Et comme beaucoup de romantiques, Puccini, Verdi, Rossini, Spaghetti, Pomme d'Api, tant d'autres prix, c'est normal en Russie, il a écrit des opéras. Mais en fait, l'idée c'est qu'autant il y a des géants qui écrivent les histoires des opéras, lui, il a écrit l'histoire de l'opéra. Le monsieur a écrit 10 opéras, et sur les 10, 5 figurent parmi les 10 plus grands opéras de l'histoire. Tristan et Isolde, la célèbre histoire d'amour, L'Anneau du Nibelung, un opéra de 14 heures sur la légende nordique d'un anneau au pouvoir immense qui a inspiré une célèbre saga littéraire et cinématographique. Non, pas celle-là. Pas celle-là non plus. Putain, mais un anneau maudit. Ok, t'es con. Parsifal qui raconte comment Perceval et Gawain ont réussi à trouver le Graal. Les maîtres chanteurs de Nuremberg, quand on sait que le monsieur était un gros antisémite, le titre est assez ironique, qui est une comédie de réflexion sur l'art, parce que oui, Wagner est aussi un gros déconneur. C'est Schopenhauer qui dit à Nietzsche, mais c'est pas en érigeant l'art comme artefact de la volonté de puissance que tu contempleras le monde en tant que représentation. MDR. Et donc enfin, Lohengrin qui raconte l'histoire de Lohengrin, le chevalier au cygne et fils de Perceval. Au-delà de ça, Wagner a introduit le leitmotiv dans l'opéra. Le leitmotiv est un motif musical qui caractérise un personnage, par exemple. Par exemple, ce thème... accompagne les apparitions de Siegfried. Ce thème... renvoie à l'évocation de l'anneau. Ce thème... évoque les Valkyries. Et oui, au cas où vous l'ignoriez, c'est grâce à Wagner que des années plus tard, John Williams va s'emparer de l'idée du leitmotiv pour que cette progression nous évoque le côté obscur de la force. Le côté obscur naissant,
le côté obscur triomphant, le côté obscur combattant, le côté obscur va au marché, le côté obscur menaçant, et le côté obscur vaincu. Bref, il a démocratisé le leitmotiv musical que l'on retrouve aujourd'hui dans beaucoup de musiques de films. Vous l'aurez compris, beaucoup de mythologie dans ses œuvres, et surtout beaucoup de majesté. Nous sommes au comble du romantisme, dans l'expression suprême de l'individualité, et donc du Wagner, ça s'écoute avec le volume à fond. On rentre dans le trio de tête, les trois plus grands noms de la musique classique. Si tu écoutais d'une oreille distraite jusqu'à maintenant, c'est maintenant que je suis censé captiver ton attention. Pour l'avoir, je vais utiliser un assortiment de mots-clés. Chaton, porno, Candy Crush, boobs, Pokémon, licorne, sodomie, My Little Pony, Adolf Hitler, Transformers, zombies, Batman. Et pour les plus réticents, quelques phrases choc. Michael Jackson n'était pas si doué que ça, la saga Star Wars est largement surestimée, l'Empire contre-attaque est à peine médiocre, et je gagne 50 000 € par mois grâce à YouTube. C'est bon, j'ai votre attention? Bien, allons-y. Numéro 3. Jean-Sébastien Bach. Nous parlons du XVIIIe siècle, nous parlons de l'époque où la musique devient un art à part entière. Avant le baroque, la musique instrumentale s'émancipait à peine. On ne composait que rarement pour des instruments. Arrive Bach. Bach est le maître du contrepoint. Le contrepoint, c'est quand deux lignes suivent une mélodie distincte. La fugue est un excellent genre d'exemple d'écriture en contrepoint parce que les deux thèmes fuient d'une voix à l'autre, d'où fugue. Ce sera plus qu'avec un exemple. Regardez donc cet extrait de la toccata et fugue en ré mineur de Bach. Là, on a les doubles croches qui font ce thème-là. Là, le même thème en plus aigu, et la main gauche fait des croches. Et là, c'est la main droite qui fait les croches et la main gauche qui fait des doubles croches. Voilà, Bach était le maître de ça, mais pas seulement. Là, on écoute l'air sur la corde de sol. On est d'accord pour dire qu'en termes de mélodie, c'est quand même énorme. Et ben Bach était rejeté de ses contemporains. Il devait faire des métiers qui ne l'intéressaient pas, comme enseigner, pas seulement la musique, pour vivre. Le mec qui fait passer les Beatles pour les Jonas Brothers, le mec qui a composé le clavier bien tempéré, ce mec-là n'était connu qu'en Allemagne centrale de son vivant et oublié à sa mort. On a redécouvert la musique de Bach à la fin du XIXe siècle, en partie parce que Bach est issu d'une lignée de musiciens absolument monstrueuse. En vert sur ce schéma, c'est les musiciens de la généalogie Bach. En jaune, on va mettre ceux qui ont fait date, et en gris, ceux dont on ne sait presque rien ou qui sont morts très jeunes. Je laisse un peu cette image parce que j'ai mis une journée entière à la faire. Tout ça pour dire que vous ne savez pas de qui on parlera comme monument artistique dans 300 ans, alors restez ouverts. Peut-être que vos arrière petits-enfants n'auront jamais entendu parler de Tim Burton et ne jureront que par l'apport de Godard au cinéma. Un faquin. C'est toi le faquin. Enfin, aujourd'hui, on voit en Jean-Sébastien Bach le maître et le symbole d'une époque, et il est célébré de toutes les façons, par la littérature, mais aussi par le théâtre, dans Que ma joie demeure, écrit et interprété par Alexandre Astier, et bientôt au cinéma avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle titre. I'll be back. Numéro 2, Wolfgang Amadeus Mozart. Par où dois-je commencer? Quand on veut parler de génie, on mentionne Mozart. C'est le plus grand compositeur classique. Et contrairement à beaucoup d'autres, Mozart n'avait pas de spécialité dans la forme. Vous aimez la musique symphonique? La symphonie numéro 40 par exemple? Trop d'instruments, oui, vous préférez la musique de chambre, bien sûr. Alors peut-être allez-vous préférer un peu de Mozart, avec son quintette de clarinette. Ah non, ouais, peut-être que vous préférez l'opéra, Alors dans ce cas, peut-être la flûte enchantée de Mozart. Ouais, non, décidément, trop d'instruments, ouais, bon, beaucoup trop. C'est mieux quand c'est calme, genre un seul instrument. Mais ça tombe bien, Mozart est un virtuose du piano, alors disons sonate pour piano numéro 16. Ouais, non, c'est un peu trop léger, je suis d'accord. Rien ne vaut les bonnes grosses œuvres sacrées avec les chœurs et tout le bon Requiem de Mozart. Qu'est-ce que Mozart n'a pas composé? Bah, à part les trucs qui n'existaient pas encore à son époque, pas grand-chose, hein. La musique classique est très codifiée et Mozart l'a amenée à la perfection. Faut dire qu'ici est pris tôt, vous entendez ça? C'est du Mozart. Oui, ça fait un peu pauvre par rapport à ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, mais Amadeus l'a composé quand il avait 6 ans. Il est mort à 35 ans, nous laissant quelques-uns des plus beaux morceaux de musique classique existants. Alors quoi? Est-ce qu'on n'est pas seulement au numéro 2? Est-ce que je viens pas de dire que la musique classique a atteint la perfection? Pourquoi arrive-t-il deuxième si sa musique est parfaite? Parlons-en. Numéro 1, Ludwig van Beethoven. Dans ma tête, je vois la musique de Bach comme un carré. C'est précis, c'est méticuleux, c'est mathématique. Arrive Mozart, qui adoucit les angles jusqu'à ce que le carré devienne un cercle, la perfection géométrique.
Beethoven est celui qui brise le cercle. Avant toute chose, sachez qu'il y a quelque chose que je déteste. Oui, quand on sait à quel point je suis calme et posé dans d'autres émissions, c'est étonnant. Mais ce que je déteste, c'est entendre parler de musique classique comme ça. Pourquoi tant de gens détestent cette vidéo? Mozart était un génie. Ils ont des goûts musicaux exécrables, je suppose ils écoutent probablement du rap. Ou oh mais c'est de la musique du paradis. Ou Mozart est assis à la table de Dieu. Bref, je déteste quand les gens qui parlent de musique classique en font trop. Je dis ça parce que je vais avoir du mal à peser mes mots concernant Beethoven. J'ai dit que Mozart était le plus grand compositeur classique et je le maintiens parce que Beethoven, bien qu'il ait vécu à la période classique, jouait dans une toute autre ligue. Mes artistes préférés sont ceux qui sacrifient les règles dans leur recherche du beau avec un grand B. Ceux qui, non contents de représenter parfaitement un courant artistique, vont au-delà et proposent par l'art leur individualité, leur vision du monde et leur vision du beau. Parmi ces figures, nous avons Picasso ou Will Turner dans la peinture, Stanley Kubrick au cinéma, Shakespeare au théâtre et en musique nous avons Beethoven. Là encore, il a touché à tout. Son principal apport à la musique a été ses symphonies, particulièrement la symphonie numéro 5, la symphonie numéro 3, et sa dernière, la symphonie numéro 9. Vous voulez tenter une expérience? Un jour, prenez-vous une heure et ne faites rien, sinon écoutez en entier la 9e symphonie dont Wagner disait qu'elle était la dernière symphonie. Bon, en l'occurrence, c'était un peu n'importe quoi, il y a eu d'autres symphonies, Wagner, tout génie qu'il était aussi un gros con. Un faquin. C'est toi le faquin, mais en rentrant entièrement dans l'écoute de cette symphonie, on comprend ce qui l'a fait penser ça. Et si les symphonies de Beethoven sont sans doute les plus puissantes jamais écrites, pour ma part, c'est dans ses compositions pour piano que je me retrouve le plus. D'abord dans l'Appassionata, qui arrive à éclater le métalleux qui est en moi. Oui, c'est Beethoven le plus grand métalleux de l'histoire. Je n'ai jamais trouvé la violence aussi belle que dans ses œuvres au piano. Mais c'est Beethoven aussi, le mec quand il pète c'est un accord de si bémol majeur. Ah oui, et vous vous rappelez quand je vous disais que Mozart avait composé dans tout ce qui existait à son époque? Beethoven fait mieux. Écoutez ce passage du deuxième mouvement de la sonate 32. C'est du jazz, bordel de merde! Beethoven écrivait du jazz en 1822! Mais Beethoven, ce n'est pas que la violence. Le concerto numéro 5, qui est l'une de mes compositions préférées, communique des sentiments avec beaucoup de précision, en particulier le deuxième mouvement. L'adagio un poco mosso, adagio avec un peu de mousse, non, mais doucement avec un peu de mouvement. Et la tristesse du deuxième mouvement contraste avec l'énergie positive du troisième qui explose juste après. Mais pour moi, ma composition préférée est de loin, c'est sa sonate 14 en do dièse mineur, rebaptisée après la mort du compositeur, la sonate au clair de lune. Beethoven ne pouvait plus la blairer, parce que tout le monde lui en parlait et qu'il ne la trouvait pas si bonne que ça. C'est une sonate qu'il a composée pour une de ses élèves dont il était amoureux. Ce qui est très étrange quand on constate le ton sombre du premier mouvement, même si moi, en écoutant ce mouvement, je m'imagine bien une barque sur un lac calme, effectivement, au clair de lune. C'est nostalgique, c'est... j'ai envie de dire romantique, mais bon, le romantisme n'apparaît que quelques 80 ans plus tard. Donc bon, enfin, bref. Ensuite, nous avons un deuxième mouvement, joyeux, guilleret, prime sautier, qui me file un sourire à chaque fois, et qui évoque assez Mozart. Et puis le troisième mouvement, qui est... Écoutez ça. Ce mouvement est tellement puissant, tellement énorme, que même avec une guitare électrique, il roxe moins qu'avec un piano. C'est puissant, c'est expressif, et c'est romantique, oui, c'est romantique, je suis désolé, un siècle avant le romantisme, c'est comme si on trouvait du dubstep chez Edith Piaf. Bref, voilà une présentation très succincte de 20 compositeurs de musique classique. Il y en a beaucoup dont je n'ai pas parlé. Genre Richard Strauss avec Ainsi parlait Zarathustra, à ne pas confondre avec Johann Strauss et son beau Danube bleu. J'aurais aussi voulu évoquer Korsakov avec Le vol du bourdon, Rossini et sa fameuse ouverture de Guillaume Tell, dont on connaît tous le final, sans parler d'Edvard Grieg évidemment, dont le thème Dans le hall du roi de la montagne, dans sa suite sur Per Gynt, est une de mes compositions préférées, ainsi que Au matin, un autre passage de Grieg, toujours dans la même œuvre. Oui, la musique de Pégol, oui. Et du fameux Apprenti sorcier de Paul Dukas, popularisé par Fantasia là encore. Tout comme d'ailleurs La nuit sur le mont Chauve de Modeste Moussorgsky, ou je sais pas moi, Laissez-moi vous parler classique, pitié, quand ce point culture sera fini, je vais devoir chercher un sujet dans le top 50. Le boléro de Ravel. Ça aussi c'est bien. Ça aussi c'est Pachelbel, avec le canon. C'est classe ça, c'est... Bon, je suppose qu'il faut bien que cette vidéo se termine d'une façon ou d'une autre. Alors je vous laisse avec Pachelbel, mais je vous donne 10 autres noms par écrit pour que vous puissiez continuer de vous intéresser à ce sujet. La musique d'aujourd'hui est
très bien. Enfin, il y a de la médiocrité, mais la musique instrumentale sait rester populaire grâce à certaines bandes originales notamment, et la musique populaire a de très belles perles. Il n'y a aucune honte à préférer la musique populaire. Mais laissez une chance au classique. On se revoit bientôt pour un prochain Pop Culture. Ciao!